Question d'art vous propose aujourd'hui de découvrir l'univers d'Éric Chevalier, qui est un artiste sculpteur et qu'on avait été suivre à Brie-Contrebert dans l'atelier de son mouleur pour voir un petit peu le processus d'agrandissement d'une sculpture qu'on va pouvoir voir terminer donc aujourd'hui. Éric, bonjour. Bonjour. Alors on est ici à Gentilly, dans l'atelier de la famille Nobilet. Exactement. Cet atelier s'appelle La Carrière et se situe à Gentilly, 5 rue Romain-Rolland. Et c'est la famille Nobilet, le père, Sébastien Nobilet, un de ses fils, et Patrice Nobilet, qui m'accueille ici. Sébastien étant un de mes mouleurs, même le premier mouleur, c'est-à-dire c'est celui qui sort les plâtres originaux, à partir desquels on va faire ce qu'on avait expliqué dans la première partie, un moule élastomère pour sortir soit des résines, soit des bronzes. D'accord, donc justement à ce propos, je propose aux téléspectateurs d'aller à Brie-Contrebert, voir un petit peu comment on moule une sculpture et entre autres comment on l'agrandit. Alors à Brie-Contrebert, on verra effectivement la pièce est déjà moulée, puisqu'elle existe, pour cet exemple précis, c'est une sculpture qui s'appelle l'homme-oreille, qui fait 87 cm et qui va être agrandie en 2,50 m. Mais le moule a été fait, donc le tirage résine est fait, celui de 87 cm. Et à partir de là, à l'aide d'un pantographe, on va l'agrandir x3. D'accord, donc on regarde quelques images. Il faudra même voir aussi la sculpture originale de 87 cm en résine, et puis après les différentes étapes de sa fabrication et terminée en résine peinte, comme une carrosserie de voiture. D'accord. Bonsoir, alors je suis dans l'atelier d'art Prestige avec Thierry Lauré qui va nous montrer un petit peu comment fonctionne le pantographe, qui est une machine qui sert à agrandir ou à réduire des sculptures. Et donc là, il est en train de pratiquer, on peut voir. Il va un petit peu nous expliquer comment marche cette machine assez impressionnante, je dois dire. Alors là, on est en train d'agrandir une pièce de l'artiste. Et le pantographe sert à pouvoir agrandir ou à réduire des œuvres dans la même proportion qui est définie par l'artiste. Là, il s'agit d'un agrandissement 3 fois. Et je travaille dans du polystyrène qui nous permet après de pouvoir avoir la forme définitive. Comme vous voyez là, je travaille directement sur la forme qui... Vous pouvez voir là, le palpeur suit le contour de l'œuvre, qui représente là, en l'occurrence, la jambe, et là, qui me permet de pouvoir gratter la forme. Là, on peut tourner les différentes faces de la pièce. Comme ça, je peux faire tout le contour. D'accord, donc en fait, c'est une prise de repère qui multiplie les proportions sur le bloc de polystyrène. Et donc là, c'est une pointe qui chauffe, c'est ça, et Une distance qui découpe le polystyrène et qui me permet d'enlever le surplus de la matière là, que l'on voit qu'on découpe. Vous voyez les copeaux là, de polystyrène qui est en train de découper tout ça. Attendez. Voilà. Alors, ça fait combien de temps que tu utilises le pantographe ? Ça fait plus de 15 ans. Alors, on peut le faire soit en polystyrène, soit en plâtre, ou soit en terre. C'est suivant le rendu que l'on veut, ça dépend de la taille que l'on veut avoir et la difficulté du travail à faire. Donc là, comme on a une surface lisse, qui est assez peu difficile à agrandir, on prend du matériau comme le polystyrène, qui va vite, qui est inerte, mais qui se ponce bien. C'est une matière assez agréable à travailler et facile à travailler. D'accord, ok, bon, on va une œuvre qui est plus facile que le plâtre ou la terre. D'accord. Bon, ben on va te laisser travailler et puis on va aller rejoindre peut-être Éric maintenant, donc l'artiste pour lequel tu travailles.
Alors, comme promis, on retrouve Éric Chevalier. Voilà, bonjour. Donc, tu vas nous parler un petit peu de ton travail. D'abord, on va continuer à expliquer un petit peu comment tu agrandis tes sculptures. Donc, on a vu Thierry Lauré là, qui nous a un petit peu montré le fonctionnement du pantographe. Donc là, on peut voir. Alors justement, ce qu'on a vu tout à l'heure, on a vu la seconde partie de la sculpture. Enfin, c'est une sculpture effectivement qui est d'un seul bloc, un seul tenant. Au début, il y a la sculpture qui existe chez moi, qui est en résine, qui est entière. Hein. Les sculptures que je décide de faire, moi je pars de dessins au départ. Donc je vous montrerai les dessins tout à l'heure si vous voulez. Mais après, j'ai décidé d'agrandir particulièrement cette sculpture qui s'appelle l'homme-oreille, parce qu'il a un petit personnage qui est dans l'oreille, mais qu'on a vu déjà. Par exemple, c'est cette pièce-là, puisqu'on l'a fait en plusieurs parties. Donc il se positionnera là, comme ça, avec le corps là et la jambe là. Voilà. Ce qu'on a vu sur le pantographe tout à l'heure, on a vu agrandir, Thierry Lauré agrandir la jambe, c'est-à-dire la seconde partie de la sculpture. Là, c'est la première partie. On la reconnaît là et là. C'est-à-dire que au début, il y a un exemplaire, l'original, on fait un moule en élastomère et le praticien fait un tirage. Et ça, c'est un tirage de travail, puisqu'on ne peut pas, cette pièce va faire 2,50 m. On ne peut pas l'agrandir d'un seul tenant, puisque le pantographe, il a des limites techniques. Donc, c'est pour ça qu'il a découpé la pièce dans ce sens-là, qu'il a agrandi cette partie a été agrandie, que l'autre partie a été agrandie. Après, il va raccorder les deux. Donc, on aura la globalité de la sculpture. Après, il va l'enduire. Moi, je ferai les raccords en disant, parce qu'il faut que les proportions soient exactes entre la petite pièce là, qui fait 87 cm, multiplié par 3, ça fait à peu près 2,50 m. Donc, il faut que les proportions soient justes. Donc, quand on passe du petit au grand, on va par exemple remettre un peu de matière dans certains endroits de façon à ce que l'équilibre de la pièce soit juste dans sa globalité. D'accord, donc ça c'est bien une pièce intermédiaire qui après sert à faire un moulage. La moitié de la pièce. Après, il va y avoir l'enduit, on fera les raccords. Après, il y aura un moule dessus, et ça, parce que ça c'est du polystyrène. Hein, et une fois que qu'on aura fait le moule dessus, cette pièce exacte dans sa globalité sortira en résine. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as déjà agrandi D'accord, c'est la première fois. Alors tu vas nous montrer un petit peu tes dessins peut-être, oui. Puisque je sais que c'est le point de départ de tout. Alors cette aventure a commencé pour moi il y a environ 5 ans. Et j'ai commencé à la suite d'un grand choc, pour tout dire, à la suite de la mort de mon père. Je simplifie les choses. J'ai traversé une période qui a duré 2-3 mois d'aphasie complète. Et un matin, je me suis mis à dessiner. Dessiner. Et la période de dessin a duré environ 2 ans. Je me suis même enfermé dans un appartement. J'ai fait une bande dessinée. Et j'ai une trentaine de carnets de dessin. Alors ça, c'est un des carnets de dessin. Et c'est justement, celui-là est intéressant parce que il y a le dessin original de départ de l'homme-oreille. Voilà. Qui est là. Là, j'avais fait un dessin comme ça avec la partie féminine qui s'appelle la femme bandeau, qui est une sculpture qui existe aussi. Et j'ai décidé, en feuilletant mes dessins, de me dire tiens, ça, je vais choisir comme sculpture. Voilà. Donc, tu as décidé de les agrandir tous les deux? Non, simplement l'homme-oreille. Que l'homme-oreille, parce que je sais pas, ça se fait un peu au feeling. Mais pour revenir après cette période de 2 ans, je suis allé voir une amie qui est sculpteur, qui est une femme qui a maintenant 85 ans, qui, entre parenthèses, sculpte toujours la pierre, qui s'appelle Geneviève Zang. Ça, je tiens à la nommer parce que c'est elle qui a été le déclic de toute cette aventure. Je suis allé la voir chez elle et je lui ai montré à peu près une vingtaine de carnets de dessin. Je croyais l'ennuyer. Et elle a feuilleté, regardé, c'était en pleine canicule, je me souviens, dans son jardin. Et au bout d'1h30, elle s'est retournée vers moi et elle m'a dit « Est-ce que tu as pensé à devenir sculpteur ?» Et dans l'instant même, ça m'a fait tilt dans la tête et je me suis dit « Oui, c'est ça ». Et après, est-ce que tu as discuté avec elle? Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi elle avait pensé à la sculpture en voyant tes dessins?
Non. Non, c'est une intuition. C'est une intuition doublée d'une évidence. En revanche, elle a réouvert son atelier pour moi. Et pendant 5 ans, elle m'a transmis par le regard, par la parole. Mais c'est toujours moi qui ai travaillé. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais mis la main sur une... Mais elle m'a guidé. D'accord. Et toi, c'était vraiment, tu t'es mis au dessin vraiment très spontanément. Tu n'as pas de formation de plasticien à l'origine. Ah, non seulement je n'ai pas formation de plasticien à l'origine, mais je ne sais pas dessiner. C'est-à-dire que je ne sais pas dessiner une voiture, je ne sais pas dessiner un visage. Et tous mes dessins, on peut les voir, tous les dessins sont de profil. Oui. Mais quand je sculpte, les mains savent. Je sais où je vais. Et je ne fais jamais de débauche ou d'essai parce que au fur et à mesure que j'avance dans la sculpture, je sais pertinemment ce qu'il y a derrière et je sais comment interpréter les lignes que j'ai dessinées. D'accord. Et donc au départ, c'était vraiment un exutoire, c'est ça? Au départ, c'est un exutoire et c'est devenu pratiquement un métier, quoi, une aventure. Et voilà, et là j'ai à peu près une douzaine de sculptures, 500 dessins, des tableaux. Il y a même un vitrail qui est en train de se faire Ah d'accord. à partir de dessins, oui. Parce que je suis né à Chartres et toute mon enfance, j'ai entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Loire, qui est connu dans le monde entier, qui est un maître verrier, qui s'occupe de la cathédrale de Chartres. Et je suis allé lui présenter mes dessins en disant que j'avais envie qu'il de faire réaliser un de mes dessins en vitrail. Et à la sortie du rendez-vous, il m'a dit, écoutez, on va être en partenariat, vous et moi. Et donc, il y a un vitrail qui est en train d'être réalisé à partir d'un de mes dessins. D'accord. Et tu vas nous parler du coup de la couleur aussi, parce que tu parles d'un vitrail Oui, alors coloré. Voilà, alors la couleur c'est difficile parce que tous mes dessins sont en noir et blanc déjà. Donc le passage à la couleur n'a pas été simple, notamment d'ailleurs pour le vitrail parce que moi je voyais des couleurs, par exemple, je simplifie, très pétantes. Non, oui, très pétantes, mais ce qui veut dire très pétante en vitrail, ça veut dire c'est des couleurs quand même très appuyées. Et donc quand on les met à une lumière normale, le vitrail est noir. On voit que du noir. Donc il faut aller plutôt vers une couleur pastel. Voilà. Et après, trouver un peu comment dire, la palette de couleurs qui colle avec les dessins. Et puis après, les positionner et en faire le vitrail. Voilà. Mais ça, c'est de l'intuition, c'est de voir comment mes dessins chantent, comment la couleur va faire chanter les dessins, si je peux parler. Et alors, le dessin est en noir et blanc, la sculpture est toujours en couleur en revanche. La sculpture est souvent en couleur. Il y a des résines de couleur, oui. Par exemple, cette pièce-là, il y a une résine qui est un peu mauve par le corps et puis couleur girole pour la tête. D'accord. Voilà. Mais il y a aussi des bronzes, plus classiques. D'accord. Et donc, le fait d'être passé à la sculpture, ça t'a pas empêché de continuer le dessin? Tu continues à dessiner toujours? Je continue toujours, j'ai, je sais pas, 1500 dessins. Et quand je veux faire une sculpture, je choisis tel dessin. Enfin, d'ailleurs, je ne choisis pas parce qu'il c'est en feuilletant, en me disant, tiens, ça, je le vois en sculpture. Moi, je suis très visuel. Donc, quand je ne sais pas, par exemple, au lieu de faire des esquisses pour me dire qu'est-ce qu'il y a derrière, pour revenir à tout à l'heure, je visualise dans ma tête. D'accord. Et je voulais te demander aussi, quelles sont un peu tes références, les artistes qui te touchent? Alors, les artistes qui me touchent en sculpture, il y a Brancusi, il y a Harpe, et puis il y a un sculpteur de métal qui s'appelle David Smith, qui fait Un minimaliste? Non, au contraire, qui fait des grandes sculptures en métal. Qui font, il est mort en 65, David Smith, et il a été exposé à Beaubourg il y a quelques années. Et il fait des sculptures de métal, mais fabuleuses, de 3-4 mètres. Et moi, je veux aller aussi vers le métal. Oui, donc c'est vraiment. Alors, il n'y a pas de. C'est marrant ces changements d'échelle, hein. Et Oui. tu peux être fasciné par des sculptures de harpe qui vont être toutes petites, Oui, ou Brancusi. C'est effectivement, c'est ça. Vous avez raison, mais c'est aussi le côté tendu des pièces, parce que je trouve que ça donne une énergie, et je trouve qu'il y a une puissance dans le côté tension. Et puis on va vers la simplicité.
Oui, et alors là, pour le coup, ils sont pas du tout ces artistes qui travaillent pas la couleur. Enfin, pratiquement pas. Pratiquement pas. Mais la couleur, elle est ailleurs. Effectivement, elle est dans les vitraux, elle est dans la peinture. Mais je trouve que certains personnages, dont celui-là et la femme bandeau, fonctionnent très bien en couleur, appellent la couleur. Mais il y a des sculptures qui n'appellent pas la couleur. Il y a des sculptures qui appellent le bronze, il y a d'autres sculptures qui appellent le métal. Là, comme je parle des dessins, je vois très bien la finalité. C'est-à-dire, je sais que tel dessin donnera une sculpture en métal, je sais que tel dessin donnera plutôt un bronze ou plutôt une résine, de couleur ou pas de couleur. D'accord, mais ça, pour nous, c'est presque incompréhensible parce que c'est une intuition esthétique, en fait. C'est une visualisation personnelle, quoi, effectivement, de voir le point de départ. Et moi, par rapport à celui qui regarde, là, effectivement, quand vous voyez ça, moi, je le vois déjà terminé. Je sais comment il sera. Oui, j'imagine. Donc, j'ai toujours 2-3 étapes d'avance, ce qui est normal. Hein. Oui, bien sûr. Et tu pars toujours du dessin pour passer à la sculpture. C'est jamais... voilà, ça marche forcément ensemble. Ça marche forcément ensemble. Et en plus, je veux être très, très, très fidèle au dessin. C'est-à-dire, quand on regarde le dessin et quand on regarde la sculpture, c'est très fidèle. Oui, c'est des lignes pures. Voilà. Il n'y a C'est pas très... l'interprétation. L'interprétation, elle est au niveau des dessins. Mais après elle n'y est plus. Après, je me colle exactement de façon très, très disciplinée à la ligne. Parce que ce qui est important dans mes sculptures, c'est aussi la ligne. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu avais fait aussi des BD au début. Alors, j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Les Songes du Petit Marcel et qui est une bande dessinée qui a la particularité d'être en noir et blanc, mais d'être muette. Ah, d'accord. Il n'y a pas une seule bulle. J'ai travaillé sur la structuration et la déstructuration des cases. C'est-à-dire que je me suis bloqué à chaque page dans des cases et j'ai essayé par les dessins d'en sortir. Première chose. Et deuxième chose, Les Songes du Petit Marcel, ça raconte une histoire, mais l'histoire sera différente selon le lecteur qui aura accès à cette histoire. C'est-à-dire que si toi tu lis Le Petit Marcel, Les Songes du Petit Marcel, c'est toi le Petit Marcel. D'accord, ouais. Donc chacun interprète en fonction de son propre vécu. C'est pour ça que ça s'appelle Les Songes du Petit Marcel. Et c'est un voyage à travers mes personnages. D'accord, donc et en BD, si je peux me permettre, tu lis de la BD Non, je ne lis plus de BD. Moi, je me suis arrêté à... comme référence, j'ai Black et Mortimer, par exemple. D'accord. Voilà. Alors là, je te vois en train de poncer la sculpture intermédiaire. Il faut arriver à ce que toute la sculpture, tout le corps, toute cette surface soit tendue. Donc c'est un peu difficile de poncer le polystyrène, mais parce que on n'est pas dans le dur là. Hein. Mais et après, ça sera plus facile pour le moule. Et puis après, pour la résine. Oui, parce que c'est cette partie qui va être moulée, donc... Chaque étape, en résumé, il faut que chaque étape soit menée à sa perfection, enfin vers sa perfection le plus possible. En l'occurrence, des formes tendues. D'accord. On arrête de penser parce que ça fait... Ah, oui, oui, tu as raison. Moi, je voulais te demander aussi quel rapport t'entretiens avec tes sculptures, parce que j'ai l'impression que c'est un fusionnel. C'est-à-dire que ça sort de moi. Moi, j'ai l'impression d'être un vecteur de ça et c'est un peu mes enfants, quoi. Mais donc, il y a un rapport. Oui, c'est un peu fusionnel, mais je souhaite qu'elles partent vivre ailleurs. Mais tu les gardes, tu les détruis pas à la sortie. De toute façon, moi, j'ai les moules chez moi, donc j'ai les moules originaux. Et puis, j'ai des exemplaires en plâtre. Je garde des exemplaires en plâtre originaux. Ah oui, bah justement, par rapport à ça, tu es dans quel rapport? Est-ce que tu serais d'accord pour en faire plusieurs exemplaires ou est-ce que vraiment c'est l'exemplaire unique? Non, il y a plusieurs exemplaires. Par exemple, si c'est du bronze, c'est codifié par la loi. Et même la résine, on peut aussi faire ça. C'est-à-dire que c'est 1 sur 8. Il y a 8 exemplaires et puis 4 pour l'artiste. Donc il peut sortir 12 exemplaires. Après, le moule est détruit et voilà. D'accord, mais je te demande ça parce que je sais qu'il y a des artistes qui veulent un seul exemplaire absolument. Oui, C'est pas ton cas. Ça peut arriver, c'est pas encore mon cas. D'accord, donc... Oui, pourquoi pas. Mais... Et ce serait possible éventuellement d'en avoir plusieurs, avec plusieurs couleurs? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, là je suis en train de travailler sur des petits personnages assis,
où je les vois tout à fait en résine, très tendus, de couleurs vives, et par exemple, au hasard, un jaune pétant, un rouge pétant, un bleu, voilà. Donc effectivement, c'est possible. Oui. Alors, les gens peuvent quand même aller voir tes sculptures sur ton site internet. Donc, tu vas nous rappeler, ce sera affiché en bas de l'écran. Alors le site, c'est évidemment www.eric-chevalier.fr. Oui, allez voir, c'est vraiment bien fait. Et vous aurez une idée un peu plus précise de ce que fait Eric. Et puis, je voulais te demander aussi si tu fais bientôt une exposition. Alors bientôt, mais j'avertirai en temps et heure parce que le lieu n'est pas encore choisi, mais je suis en pourparlers pour faire, puisqu'il va y avoir cette pièce de 2,50 m, il y a des bronzes, il y a des résines, et puis il y a une autre pièce qui fait 1,20 m sur 1,30 m, donc là il y a de quoi exposer, oui. Et c'est une exposition qui regroupe quoi? Uniquement des sculptures ou il y a des dessins aussi? Je réfléchis là-dessus. C'est a priori uniquement les sculptures, mais peut-être qu'il y aura quelques dessins. Je n'ai pas encore tranché. Et au niveau de la scénographie, enfin la mise en espace, les sculptures sont sur des socles. Socle, mais j'ai des idées aussi d'assemblage, de réponses, parce que la plupart des sculptures certaines sculptures ont des pavillons. C'est-à-dire qu'il faudrait parler un tout petit peu du sens de la sculpture, de ce que je fais. On voit bien que c'est pas du figuratif, mais ça figure quelque chose. Bon. Après, à chacun de se raconter son histoire, mais c'est quelque chose c'est comme des interrogations sur le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on fait là, d'où on vient, etc. Des questions très existentielles. Et puis comme de toute façon, on n'a pas la réponse, il vaut mieux traiter ça avec de l'humour. Voilà. Et donc c'est un peu... il y a aussi beaucoup d'humour là-dedans. Oui, on le voit dans tes dessins, les personnages, on sent qu'il y a des petits clins d'œil. Les gens regarderont les dessins. Et c'est pas de l'amusement. Ça veut vraiment dire quelque chose. Le sens, chacun peut le trouver. Comme il y a un langage polysémique, il peut y avoir une sculpture polysémique. Donc on pourrait la définir un peu comme ça, quoi. Oui, en gros, tu laisses vraiment le spectateur finir, en quelque sorte finir la sculpture. Tu lui laisses une grande part pour son imagination. Pour son imagination et dans son histoire à lui. Oui, c'est ça, son propre vécu. Exactement. D'accord, merci beaucoup. Merci. Là, il est que de moitié, et quand on pense qu'il fera... Là, il fait pratiquement à ma hauteur. Enfin, je suis quand même plus grand que lui. Mais il sera bientôt en 2,50 m, voilà. Avec voilà, l'oreille qui sera là, et le pavillon, et le pied qui sera là, quoi. Voilà. D'accord. Vous êtes très beaux tous les deux. Je vous remercie. Donc là, vous pouvez voir la sculpture initiale, donc le point de départ de ton processus d'agrandissement qui a démarré au printemps dernier à Brie-Contrebert. Donc les images que vous avez vues. Cette sculpture, donc les images qu'on a vues c'est l'agrandissement de cette sculpture-là, qui s'appelle l'homme-oreille. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que on peut voir qu'elle est en vis-à-vis de cette sculpture-là qui s'appelle la femme bandeau, et c'est le résultat d'un dessin original qu'on avait vu aussi, donc le dessin original sur lequel étaient représentés ces deux personnages-là. Pardon. Et après, ce personnage-là a été fait en résine, celui-là en résine aussi, et puis j'ai décidé d'agrandir celui-là. Alors pour la petite histoire, ça fait 87 cm, et si la caméra baisse un peu, on peut voir ce petit homme qui s'appelle l'homme clé, et qui était ma première sculpture, et qui fait 17 cm. Et donc maintenant, on va voir sûrement l'agrandissement de cette sculpture-là, qui fait 2,50 m. Oui, alors avec plaisir, je pense que les téléspectateurs sont impatients aussi de voir le résultat. Mais je les comprends. Donc, je t'accompagne. Suivez le guide. Par ces temps-là, il faut pas prendre ce temps-là. Voilà. Alors, regarde. Voilà, donc on change complètement d'échelle. Alors voilà, c'est l'homme-oreille qui est fuchsia et avec ce que j'appelle une sorte de girole qui sort de sa tête. D'accord, une girole. Pourquoi une girole? Parce que ça me faisait penser aux champignons. D'accord. Aux champignons, la girole. Et puis c'est un personnage qui est un peu en appel, en communication avec... qui, quoi, on ne sait pas, enfin bien que j'ai certaines idées là-dessus, mais on pourra en parler après. Oui. Alors moi, si on tourne, on peut voir le visage et on peut détailler la girole. Voilà. D'accord.
Donc, bon, c'est magnifique, j'adore. Merci. Mais moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette espèce de progression dans ton travail. On voit vraiment une évolution, que ce soit dans le choix des matériaux ou dans la taille Oui. de tes sculptures. Il y a vraiment une évolution. Donc, est-ce que c'est une manière d'expérimenter des choses qui n'est pas très anticipée, calculée, et où tu te dis finalement au jour le jour, tiens, ça marche, ça marche pas, Oui. ça va pas, dans une sorte d'expérimentation comme ça, ou est-ce que tout est vraiment très précis, très calculé, et, Non, alors, à l'avance il y a un côté un peu empirique. D'abord, il est plus difficile de faire une petite sculpture qu'une Ouais. grande sculpture. D'accord. Déjà, et la petite, elle m'a posé beaucoup de soucis. Elle a été très difficile à rattraper, notamment la pièce a été sauvée grâce à Sébastien Nobilet. Ça, c'est D'accord. un grand merci. Justement, c'est assez étonnant. Donc, tu commences par le plus difficile finalement. Oui, parce que comme j'étais pas très au courant, j'ai commencé par le plus difficile. D'accord. Mais et puis après, l'histoire d'agrandir les pièces, c'est un ami aussi qui m'a dit qu'il les verrait très bien en 2,50 m, etc., etc. Et je me suis lancé pour celle-là en me disant, ben, pourquoi pas, quoi. D'accord. Et Mais du coup, la relation que tu entretiens avec tes sculptures doit aussi changer forcément, parce que tu nous avais dit que tu étais assez attaché et fusionnel avec oui, ces maintenant c'est objets. fini ça. Et là, on Ma- change complètement ouais, d'échelle. et Du coup, c'est plus difficile peut-être. oui, puis là maintenant, j'aimerais bien qu'ils partent et qu'ils aillent vivre leur vie ailleurs et que d'autres personnes les accueillent. D'accord. Mais il n'y a pas de plan construit comme ça, c'est un peu empirique. Tu parlais des matières. Ouais. Moi, c'est comme un dessin, un tableau ou un vitrail qu'on verra tout à l'heure. Mhm. Moi, mon terme, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. D'accord. Voilà. Et je trouve que certaines sculptures fonctionnent, c'est-à-dire que chaque sculpture a sa taille logique. Mhm. Il y a une logique dans la sculpture. C'est-à-dire que celle-là, elle est logiquement en 2,50 m. Une autre, on verra, elle est plus petite parce que plus grande, elle ne fonctionnerait pas. Et de même qu'au niveau des matières, c'est pareil. On verra les résines qu'on a vues de l'homme-oreille avec le couple La Femme Bandeau, Oui. c'est des résines qui ont été traitées de façon différente de celle-ci. Celle-ci a été traitée comme une carrosserie de voiture. On la voit, elle est pétante, on en verra 2, 3 autres traitées de cette matière-là. Et d'un seul coup, pour moi, c'est ce genre de traitement qui fonctionne. Mhm. De même que certaines sculptures peuvent très bien fonctionner en bronze. D'accord. Voilà. Donc petit à petit, j'arrive à cerner la personnalité des sculptures qui vont très bien avec ma personnalité. Et d'aucuns disent que c'est carrément à chaque fois des autoportraits répétés. Alors ça, c'est leur interprétation, qui n'est pas la tienne. mais non, si, pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi D'accord. pas. C'est pas si éloigné. Non, c'est pas si éloigné que ça. Donc, Mais c'est pas conscient, c'est pas volontaire. D'accord. Oui, forcément. Mais donc, dans ta démarche, il y a bien une partie expérimentale assez Oui. importante. Oui, exactement. Oui. D'accord. Il y a une partie expérimentale, et puis j'ai l'impression que on pourrait se dire d'où vient cet univers. D'après ce que m'ont renvoyé d'autres personnes, et d'après ma propre réflexion, j'ai un ami qui a trouvé un truc dans lequel je reconnais très bien, c'est-à-dire qu'il dit que ta sculpture est une sculpture polysémique. C'est-à-dire que la polysémie, généralement, ça s'adapte à la polysémie du langage, c'est-à-dire que les différents sens qu'on peut donner à un mot. Et là, c'est les différentes interprétations que chaque spectateur presque a de cette sculpture, les propres projections de la personne qui regarde. Oui, comme si le spectateur venait finir la sculpture, en quelque Voilà, sorte, avec son propre vécu et son histoire. Exactement. Mais pour moi, c'est nettement un côté amniotique, un côté, je dirais presque que c'est des personnages qui viennent d'avant notre naissance, Oui. mais qui sont vraiment incarnés et vraiment finis. Et puis après, il y a notre vie terrestre. Et après, ils partent dans l'au-delà. Donc c'est des personnages qui, pour moi, relient les mondes entre eux. D'accord. Voilà. Justement, par rapport à ça, je trouve qu'il y a une question assez, moi qui me vient à l'esprit tout de suite quand je regarde ton travail, c'est la question d'une vie extraterrestre. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire? Est-ce que c'est présent dans ton travail? Est-ce que tu y penses ou est-ce qu'on t'a déjà renvoyé cette image-là? Oui, mais pour moi, c'est pas extraterrestre dans le sens les petits hommes verts ou dans le sens est-ce qu'il existe une vie ailleurs? Probablement, pourquoi pas, mais je suis pas Jean-Claude Bourré, quoi.
Mais oui, mais même par rapport à cette histoire de pavillon, enfin, il y a tout le temps ce Oui. pavillon qui revient. Enfin, moi, ça me fait penser à ces je suis espèces de d'accord. paraboles où on Voilà. essaye d'écouter Voilà, une exactement, vie mais c'est ça. Pour extraterrestre. moi, c'est ça. C'est l'interrogation de notre propre vie, l'interrogation par rapport au cosmos. D'accord. Voilà. Par exemple, moi, mon rêve absolu, ce serait qu'une de mes sculptures qui est là-bas, Oui. qui s'appelle l'homme pavillon, et j'aimerais qu'il y ait un plan dessus. Oui, ben on va aller la voir. On venir. va aller la voir. C'est cette sculpture-là. Hop là, voilà. D'accord. Celle-là, qui est en. Là, c'est un plâtre patiné, mais elle va exister bientôt D'accord. en résine. D'accord. Eh ben, pour moi, Et tu vas l'agrandir aussi, celle-là? moi, j'aimerais. Alors, moi, mon rêve absolu. Oui. Et Oh, je sens que tu vas me parler de l'île de Pâques, là. Voilà, je fais un appel au gouvernement chilien. Amis chiliens, écoutez-moi. Je trouve que cette sculpture en 15 mètres de haut serait parfaite sur l'île de Pâques. D'accord. Mais en plus, je déconne pas. Oui, oui, je sais bien. Non, 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 Je non, sais non, bien. non, non, parce que si on Non, mais regarde c'est les une idée statues- magnifique. Et puis si on regarde les statues de l'île de Pâques, on s'interroge justement par rapport aux extraterrestres. On se dit toujours, mais est-ce que c'est une civilisation qui a fait ça? On sait très bien par certains bouquins, et je viens d'en lire un sur les civilisations disparues, et notamment sur l'île de Pâques, Oui. on sait très bien que c'est les Pascouans, les habitants de l'île de Pâques, qui ont fait ça. Après les techniques, et bon, on ne va pas en parler, mais et je trouve qu'il y a, dans ces statues-là, il y a un appel vers l'au-delà, vers quelque chose comme on guette l'univers, on guette le ciel pour savoir s'il existe quelqu'un. Mhm. Et ben, je trouve que ça répond parfaitement à ça. Oui, oui, complètement. Cette Voilà. idée de scruter, d'avoir Voilà. toujours Voilà. un œil ou une oreille Et quand comme je ça, dis en il serait éveil. bon qu'il y en ait une quinzaine sur l'île de Pâques comme ça, c'est à peine une boutade chez moi. D'accord. Oui, c'est un projet gigantesque, un projet complètement Sûrement impossible, parce qu'il y a mégalomane. des problèmes mais, avec le gouvernement chilien, etc. etc. Ouais. Mais je trouve en plus que ça servirait l'histoire l'histoire de l'homme, le mec qui devient complètement fou. Oui, enfin, tu trouves que c'est cohérent? Oui, oui, il y a au moins une cohérence. D'accord. Oui, oui. Non, non, mais c'est pas. Ouais, non, ça me non, paraît pas moi je- complètement fou, mais non, non, effectivement, c'est un projet difficile à je me réaliser. soigne, hein, la preuve. Non, non. Donc, bah, justement, par rapport à ça, moi, je voulais t'interroger sur autre chose, parce que tu travailles avec plusieurs disciplines, donc la sculpture, le vitrail, Oui, la enfin, tu sculpture, fais le plein de choses, vitrail, le la dessin, peinture, oui. t'es Ça- comédien par ailleurs, enfin, Ouais. c'est très croisé comme ça. Oui, mais je ne sais pas danser ni chanter. Oui, mais bon, ceci dit, tu es un artiste qui rentre pas dans les cases. C'est Ouais. ce que je te disais tout à l'heure. Ouais, Effectivement, d'accord. voilà, j'aime bien en même temps cette idée. Mais donc, par rapport à tes sculptures, on a toujours aussi cette espèce de clé qui est quelque chose qui Ouais. est récurrent. Oui, alors les clés, effectivement. Alors là, on la voit. Ça s'appelle l'homme-clé, donc c'est visible, mais là, il y a une clé aussi. Voilà. Hein. Il y a même une clé blablabla, il y a même une clé, enfin, il y en a partout. Oui, c'est quoi. la grande Il y en a femme. là, on verra, on terminera par deux sculptures qui sont des plâtres originaux, Oui. où la clé est un peu différente, mais pour moi, la clé, oui, ça ouvre.